réalisateur et vulgarisateur scientifique depuis quelques années. J'ai un profil un peu particulier par rapport à toutes les éminentes personnes que vous avez pu voir. Je n'ai pas de formation en biologie et je viens du grand public en fait. C'est-à-dire que, bon, il y a une dizaine d'années, j'ai voulu faire un film sur la théorie de l'évolution. Et en me documentant, en lisant Lamarck, en lisant Darwin, en lisant énormément d'ouvrages plus récents, je me suis rendu compte que, comme la plupart des gens, j'avais tout faux. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris. J'imaginais, comme tout le monde, qu'on allait perdre notre petit doigt parce qu'on n'utilisait pas. Je n'avais pas bien compris la différence entre le fait que les oiseaux descendent des dinosaures opposé au fait qu'ils soient des dinosaures. Et surtout, ma vision de l'évolution était centrée sur la sélection, la prédation, la survie du plus fort. Donc là, je vais vous présenter une série d'applications que j'ai créées essentiellement pour les enseignants, pour enseigner l'évolution en classe. Donc le parti pris, c'est ces applications ont été créées dans ce contexte. Donc, on va dire, le film sur la théorie de l'évolution a été créé dans ce contexte, et pour aller plus loin, j'ai créé des applications. Le contexte est, nous avons du son, je vais vous l'épargner. Hop. C'est bien? Non, mais après ça va parler. Voilà. Donc, tous ces médias ont été créés par quelqu'un qui a dû faire table rase de ses connaissances et reprendre à partir de zéro. Pourquoi est-ce que je n'avais pas bien compris les mécanismes de l'évolution? Pourquoi est-ce que je n'avais pas vraiment saisi comment on faisait de la classification? Pourquoi l'histoire évolutive était très embrouillée dans ma tête? Donc, je dirais que la première difficulté pour enseigner l'évolution, c'est que, je vais paraphraser un des personnages de mon film, l'évolution c'est bien beau, mais on ne la voit pas. Pourquoi est-ce que nous avons été en Europe fixistes pendant des siècles? C'est que avec nos sens humains, le monde est figé. Donc en classe, on ne peut pas vraiment expérimenter sur l'évolution. Alors en réalité, on le fait pour des organismes à reproduction rapide, mais mettre en place une colonie de drosophiles en classe ou étudier des bactéries, c'est pas très pratique. Donc j'ai monté une application qui en fait est un générateur de population et qui va permettre aux élèves d'expérimenter directement sur l'évolution. Donc une grande difficulté pour comprendre les mécanismes de l'évolution, c'est évidemment, je le répète, c'est le temps. Et la première application que j'ai créée, c'était pour justement casser ce biais dans lequel j'étais tombé, que ce qui fait changer, c'est la sélection. Si vous lisez Darwin, vous changez complètement de point de vue. Darwin voyait le chaos. Darwin voyait la variation individuelle. Quand il dit de l'origine des espèces, sa question c'est « mais si je vois que chaque individu est différent, pourquoi est-ce que je vois des régularités ?» Donc je vous présente la première application qui est la variation et ses conséquences. Une fois qu'on a manipulé cette application, on doit avoir compris le fait central de la théorie de l'évolution, c'est que ce sont les individus qui varient et ce sont les populations qui évoluent. Ce qui évolue, c'est un groupe. Ce qui évolue, ce sont les proportions de certaines caractéristiques dans un groupe. Mais le moteur de tout ça, qu'est-ce qui permet tout ça? C'est la variation individuelle. Donc, on a monté
un modèle scientifique qui a été validé par Guillaume Lecointre. Je crois il s'est éclipsé pour prendre son train. Vous avez une population d'individus qui se... Alors peut-être je vais vous épargner le son aussi. Bon, allez, on le garde. Une population d'individus qui se ressemblent plus ou moins. Vous les reconnaissez plus ou moins, mais vous voyez des différences individuelles. Ils sont tous différents. Alors, nous avons des mâles et des femelles qui peuvent se reproduire de façon sexuée. Ils ont des enfants qui leur ressemblent plus ou moins. Là, l'attribut qui change, c'est la couleur. Donc, chaque enfant va hériter aléatoirement de la couleur de ses parents, avec sa propre variation individuelle. Et de temps en temps, il y a un bug. Voilà. De temps en temps, il y a un mouton noir qui a une variation extrême. Alors, on va étudier une population qui est, pour des raisons pratiques, nous avons un petit peu de sélection cachée quand même dans cette application, on va étudier une population qui est circonscrite sur une île, ce qui nous permet de réduire les effectifs et d'étudier une petite population. Voilà, je démarre. Vous pouvez donner des caractéristiques à la population. Là, nous avons ceux qui ont débarqué sur l'île, il y a 50 individus. La petite sélection cachée dedans, c'est que l'île ne peut nourrir que 80 individus. Donc, quand il y a 80 individus sur l'île, au-delà, les nouveaux, on ne peut pas les nourrir. On peut choisir le nombre de générations observées et on peut choisir le ratio mâle-femelle. Et je lance. Voilà. Là, vous avez un tableau. Alors, ce qui est intéressant dans l'application et qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, c'est que nous avons accès aux deux niveaux. Nous avons accès au niveau individuel. Je vais regarder ici la première génération. J'en sélectionne un. Je sais que c'est un mâle, qu'il a 3 petits, et j'ai sa couleur. Si je regarde ici sur la 5e génération, là j'ai aussi un mâle qui a 2 petits, et j'ai sa couleur. Lui, il a franchement eu un problème. Si je regarde à droite, ça c'est très intéressant, ce carré de couleur représente la couleur moyenne de la population. Donc, l'évolution, vous la voyez à droite. Ici, vous avez des tentatives. Là, il s'est passé des petites choses. Cet individu-là, alors je peux regarder ma famille proche, on va s'assurer, c'est bien un mutant. Là, je vois ici, ligne précédente, ses 2 parents. Je vois qu'il a un frère qui a hérité de la couleur d'un des parents, qui a une petite variation, mais pas très importante. Mais celui-ci, si je regarde ses descendants, là on est sur les ascendants, je regarde ses descendants, et je vois qu'il a eu pas mal de chance, et sa couleur s'est répandue ici dans la population. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de l'application? Dans l'application, il n'y a aucun contrôle au niveau du programme, il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe au niveau des populations. Rien du tout, c'est pas codé du tout. Tout ce qui est codé, c'est qu'on crée, selon les paramètres qu'on a indiqués ici, je vais relancer avec d'autres paramètres, selon les paramètres qu'on a indiqués ici, si je me mets, on va en mettre très peu, la première génération est créée avec 50 individus, plus ou moins. C'est ce qui est formidable avec l'informatique, c'est qu'on peut mettre de l'aléatoire partout. Donc on a plus ou moins 50 individus. Dès la première génération, ils sont appariés des couples se forment par hasard. Chaque couple peut avoir par hasard entre 0 et 3 enfants. Chaque enfant hérite par hasard de la couleur d'un de ses parents, avec par hasard une petite ou une forte variation. Et chaque individu donc peut transmettre
à ses enfants, ce qu'il a hérité. Donc on a ce dont Guillaume Lecointre parlait hier soir. Nous avons la variation individuelle, nous avons l'héritabilité et la sélection, puisque l'accès aux ressources fait sélection. Mais la sélection, j'en parlerai plus tard. Là, on est vraiment sur la variation. Donc, sous le capot, c'est tout ce qu'il y a. Et voilà ce que ça produit. Donc là, il y a un petit paramètre supplémentaire. Ici, je suis un effectif très bas, à 25 individus. On a ajouté une notion liée à la consanguinité. La consanguinité a des conséquences. Quand les frères et sœurs font des enfants ensemble, ils ont par hasard moins d'enfants ils ont moins d'enfants viables. Et quand l'effectif est assez grand, les frères et sœurs ont tendance à ne pas se choisir. Si je regarde, là, je voulais observer jusqu'à 60 générations. Et manque de bol, la 38e, il n'y en a plus. Donc, comme j'ai des outils à l'échelle individuelle, pour voir ce qui se passe, je vais regarder ma famille proche de cet individu. Ah bah oui, la dernière génération, ils sont tous frères et sœurs. Ouais, ça ne marche plus très bien. Si je regarde la génération précédente, en fait, il n'y avait plus que 2 familles. Voilà. Comme c'est aléatoire, chaque fois que je rejoue avec les mêmes paramètres, j'arrive à une histoire évolutive différente. Systématiquement, je relance avec les mêmes paramètres, vous obtenez à chaque fois autre chose. J'ai aucun contrôle dessus puisque je n'ai aucun contrôle au niveau des populations. Et vous remarquerez que systématiquement, quasi systématiquement, pas toujours comme c'est aléatoire, quand vous êtes en petit effectif, vous avez, on va relancer avec les mêmes paramètres, vous avez des phénomènes de dérive qui se mettent en place très très vite. Par hasard, il suffit qu'un individu un peu différent des autres ait la chance d'avoir plus d'enfants que les autres, sa couleur se répand dans la population. Si je vais relancer avec beaucoup d'individus, on va démarrer à 400, c'est beaucoup pour l'application, c'est pas vraiment beaucoup dans la nature. Je relance. Alors vous voyez, voilà, c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez que localement, il y a de la dérive. La variation individuelle existe toujours. On a régulièrement aussi des mutants extrêmes qui apparaissent. Mais si je regarde la couleur moyenne de la population, par rapport à ce que vous voyez avec des petits effectifs, l'évolution est beaucoup plus lente. Donc normalement, à ce stade-là, après avoir joué pendant une demi-heure, l'élève a compris l'importance de la variation individuelle comme moteur de l'évolution. Une fois qu'il a compris ça, eh ben, on va rajouter de la sélection. Donc, la deuxième application, on prend le même principe avec une petite... on démarre sur une couleur grise parce que visuellement c'était plus simple. Un petit changement. Alors, ils sont pareils, ils font des enfants ensemble, de temps en temps il y a des mutants, mais ce qui change, ce sont les femelles qui choisissent les mâles. Et ça va faire une différence énorme. Donc, les mâles qui ont de la chance peuvent avoir des enfants avec plusieurs femelles. On reprend le principe de l'isolement sur une île et petit élément supplémentaire, là, ce sur quoi les élèves peuvent interagir, c'est que on va introduire des mâles de couleur, on regarde ce qui se passe. Donc, allez, je vais introduire un bleu et un rose. Je lance, je regarde ce qui se passe. Alors, pour que ça soit plus simple visuellement, on peut séparer mâle-femelle et regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chez les femelles? Chez les femelles, on a de la variation individuelle aussi, mais quelque chose d'assez stable dans le gris. Chez les mâles, on dérive vers le vert. Si je relance, je continue plus loin dans le temps, les mâles restent verts. Vert, vert, vert. Chez les femelles, je commence à avoir de la dérive, et les mâles restent verts. Alors, je vais relancer avec d'autres arrivants. On va introduire, allez, plutôt un rouge.
je lance. Ah ben, même chose. Alors, est-ce que ce rouge-là, je le vois ici, a une conséquence? Je regarde sa descendance. Bah non, il n'a pas eu d'enfant celui-là. Du tout. Je regarde le rose, non plus. Alors je reprends avec d'autres arrivants. On va se dire, bon, apparemment, le vert c'est le buzz. Je lance. Si j'introduis un vert au départ, en fait, la couleur verte prend immédiatement. Si je regarde ici ses descendants, eh ben oui, voilà. Là, ça a bien marché. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Là, c'est qu'on a fait en fait un palmarès avec toujours une pointe d'aléatoire. C'est-à-dire que on définit, l'utilisateur, l'enseignant, pas l'élève, peut définir une couleur de préférence des femelles. À partir de ces couleurs, on va faire un podium. Les mâles les plus proches de cette couleur seront en haut du podium et ainsi de suite. Ceux qui sont en bas du podium, ils n'ont plus accès aux femelles, ils ne se reproduisent pas. Là, celui-là, il est tout en haut du podium. Hein. Là, ça marche immédiatement. Si je relance avec d'autres arrivants, en fait, je mets personne. Qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même vers le vert. Pourquoi je vais quand même vers le vert? Pour ceux qui ont suivi, à cause de la variation individuelle. Mes individus, là, leur couleur n'arrête pas de varier. Et tôt ou tard, il y en aura un qui s'écartera de ce gris vers le vert. Celui-là aura un peu plus de chance d'avoir des enfants. Et au fur et à mesure, la couleur verte va se répandre dans la population. Et ça, je vais le refaire, relancer avec les mêmes arrivants. Et ça, tout le temps. Dans la variation, alors, avec une petite, vous avez vu, là, on était sur un vert plutôt plus sombre. Par rapport à l'application sur la variation, vous voyez systématiquement, à petit effectif, une dérive vers des couleurs aléatoires. Là, on est fixé vers le vert. Après avoir joué avec cette application, normalement, l'élève a compris ce deuxième élément fondamental. La variation amène le chaos. La sélection stabilise. L'origine des espèces, c'est la stabilisation. Là, si je regarde dans 1000 générations, si les femelles préfèrent toujours le vert, la population des mâles sera toujours verte. Avec, pourtant, alors on va chercher, je vais relancer à partir de la dernière génération jusqu'à ce que j'en obtienne un intéressant, voilà. De temps en temps, il y a un mutant extrême. On continue à varier, il continue à varier. Si vous regardez en détail, ils n'ont pas tous exactement le même vert. Mais dès qu'il y en a un qui s'écarte de la norme, il aura moins de chances de faire des enfants que les autres. La troisième étape, parce qu'on complexifie un peu, c'est de se mettre en situation, parce que la réalité c'est un petit peu plus compliqué, en situation multifactorielle. C'est-à-dire que jusque-là, on ne faisait varier que la couleur. Là maintenant, on va faire varier, alors tout fonctionne pareil, sauf que on va faire varier la taille, on va faire varier l'agressivité et toujours la couleur. Voilà. Nos gentils herbivores, chaque année, ont un cycle de reproduction. Ils vont faire des petits là où c'est verdoyant, là-haut. Ils sont obligés de passer par des canyons où se promènent des méchants prédateurs. Les méchants prédateurs, c'est les élèves. En fait, on peut s'amuser à... Bon, là, vraiment, je vais vous enlever le son. Hein. On peut s'amuser à les manger. Voilà. J'en ai attrapé 10. Super. Je vais à la génération suivante. Vous remarquerez qu'il y a des arches. Les arches bloquent certains individus. Et il y a des trous qui bloquent certains individus. Donc, je ne vais pas jouer pendant 10 minutes. Je vais abandonner et je vais vous montrer une partie jouée. Je vais charger un tableau. Voilà, j'ai joué hier soir pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 30 générations de prédation active, vers 11 heures, un peu moins active?
Là, on ne voit pas grand-chose. On voit de la variation individuelle en taille. Donc, comme on ne voyait pas grand-chose avec ce type de tableau, on a mis en place des courbes. En rouge, vous avez l'agressivité. En jaune, vous avez la mortalité. Vous voyez que là, ça, au début, ça latte, hein, ça boum. Et là, très important, vous avez la taille. En fait, comme les individus les plus grands sont bloqués par les arches, ils sont plus faciles à attraper. Donc, quand on joue, eh ben, on va attraper les plus gros. Ne subsisteront que les plus petits. Leur caractéristique d'être petits, ils la transmettent à la génération suivante, et ainsi de suite. Et on en arrive à une population qui, alors si je jouais encore, se stabilise aux alentours d'une taille de 77 cm. Et regardez le diamètre des trous. Le diamètre des trous, c'est 0,7. En dessous de 0,7, ils tombent dans les trous. Ils sont faciles à manger. Donc quand vous jouez longtemps, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir deux pressions de sélection sur la taille qui va maintenir la taille juste au-dessus de 0,77. Alors, je peux continuer la partie. C'est là que ça devient intéressant. Je peux continuer la partie et j'abandonne. Je vais la continuer encore et j'abandonne. Ça veut dire qu'à chaque fois, nous avons 30 générations sans pression de sélection. Qu'est-ce qui se passe avec la taille? Eh ben, on retrouve un phénomène de dérive. Ici, nous avions une chute claire. Là, c'est drastique, ça remonte, ça redescend. Quand là, vous regardez ici, vous voyez la mortalité, elle s'arrête ici. Ce qui se passe, c'est que quand la pression de sélection se relâche, eh bien, ce qui faisait la caractéristique de l'espèce disparaît. Donc, on va avoir des tailles. Si je continue 1000 générations, 2000 générations, la taille oscillera entre un proche de 0 et le mètre qui est le maximum. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous faites jouer 25 élèves, vous avez systématiquement des résultats différents. Vous allez avoir le hardcore gamer, il y en a un qui m'a fait changer les paramètres de l'application. Parce que je disais aux développeurs, écoutez, quelqu'un qui joue vraiment bien, les persos ils sont tellement petits que c'est des pixels, on les voit même plus. Donc on va monter un petit peu. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer, la taille va être, la pression de sélection n'est pas très importante, la taille va varier comme s'il n'y avait pas de prédateur. Donc voilà, situation plus complexe, qui demande un peu de préparation pour les enseignants parce que plus on a de paramètres, plus derrière c'est difficile à analyser. Et malgré certaines demandes, je suis resté sur le principe qu'on ne peut pas changer de paramètres au niveau de la population. Donc malheureusement pour les enseignants, on va jamais pouvoir prédire une situation. Mais si vous mettez l'application face à un élève qui a l'habitude de jouer, c'est certain que la taille de la population diminuera. Voilà, donc normalement vous avez tout compris sur les mécanismes de l'évolution. J'ai ensuite réalisé 3 minutes. Oula, ça va être très rapide alors. 5 deux applications plutôt sur l'histoire de l'évolution. J'ai réalisé un film sur la classification des espèces. Ma principale difficulté était, j'arrive à comprendre un peu ce qui se passe chez les primates, j'arrive à comprendre ce qui se passe chez les mollusques. J'ai du mal à relier l'arbre. Il existe des applications en ligne, mais j'ai jamais trouvé ce qui m'intéressait. Là, j'ai intégré à peu près 600 nœuds phylogénétiques qui sont tous reliés dans un arbre géant. Donc, on peut se promener, je vais vous montrer, il y a pas mal d'outils, mais comme je n'ai que 2 minutes, enfin, si j'avais 5, je pourrais en montrer plus, hein, n'est-ce pas? Je vais vous montrer, voilà, j'ai un moteur de recherche, là je suis sur les vertébrés, je peux regarder l'histoire évolutive des vertébrés de façon synthétique.
Je peux, parce que certaines personnes comprennent la classification plutôt en emboîtement. Ah, ok. Les vertébrés, je peux les voir en version boîte. Voilà, c'est exactement les mêmes infos. Mais là, vous voyez que les vertébrés sont compris dans la boîte des olfactors, qui sont dans la boîte des cordées, et je peux également aller dans l'autre sens. Alors, je vais utiliser mes dernières 30 secondes. Une deuxième application liée au buisson du vivant, ça c'était lié à ma difficulté de chaque fois que je voyais une frise temporelle sur l'histoire du vivant, c'était une frise qui racontait une histoire. Souvent plutôt l'histoire de l'homme ou l'histoire des dinosaures. Donc j'ai voulu construire une frise où chacun peut raconter sa propre histoire de façon dynamique. Donc ça vous connaissez, mais tout ça est entièrement dynamique. Donc si je double-clique sur le phanérozoïque, il s'ouvre, j'ai ces différentes subdivisions, je clique dessus et sur chaque subdivision, j'ai des événements. L'apparition de l'œuf amniotique, c'est là, la glaciation du Vidéen, c'est là, la formation de la Pangée, c'est là, et chaque événement a sa petite fiche. Et je vais rechercher les vertébrés, voilà, et chaque groupe du buisson est intégré avec son histoire évolutive. Ce que je vous montrais dans les boîtes tout à l'heure, vous le voyez dans le temps, les vertébrés sont des olfactors, qui sont des cordées, et ainsi de suite. Alors, il me reste 20 secondes pour vous montrer le clou, c'est-à-dire l'application vertébrée. Une fois qu'on a fait tout ça, qui reste, en fin de compte, très virtuel, j'ai voulu enfoncer le clou et montrer l'évolution à travers notre corps, puisque l'évolution laisse évidemment des traces sur les corps. Et l'idée là est de monter une application d'anatomie comparée. Donc ce sont des squelettes scannés par différentes méthodes, scannés os par os et remontés en connexion anatomique. J'ai un outil de comparaison. Donc là, j'ai chargé un canard. Les données du buisson sont dans cette application aussi, puisque vous avez ici systématiquement le nœud de divergence. Là, d'un côté, vous avez les diapsides et de l'autre côté, les synapsides. Ils se sont séparés. Leur dernier groupe commun, c'est celui des amniotes. Donc, le clou de l'application, vraiment l'outil le plus important, c'est ça. Vous pouvez lier les spécimens par homologie évolutive. C'est-à-dire que si je clique d'un côté, si ça existe de l'autre côté, je vais avoir, là par exemple, si je clique sur la furcula, qu'est-ce que c'est que la furcula? Je me rends compte qu'elle est héritée d'un ancêtre commun, un amniote, qui lui avait 2 clavicules. La furcula, en fait, ce sont 2 clavicules fusionnées. On peut remonter beaucoup plus haut. On va prendre ce qui toujours nous intéresse, c'est-à-dire les humains, et je vais le comparer à un poisson osseux. Alors, voilà, un maigre. Alors, le chargement du maigre est un peu long, on a numérisé et remonté plus de 500 pièces, c'était jusqu'à la dernière arête. Hein. Voilà. On a l'impression qu'on n'a pas grand-chose en commun. Mais si je clique sur le bassin, je vois que le bassin, chez le poisson osseux, c'est l'os pelvien. Si je clique sur la colonne, je vois que son homologue chez le poisson est là. Derrière la queue, c'est le coccyx. Et si je regarde, alors on va regarder peut-être plus précisément le crâne, il y a aussi un module qui permet de segmenter attention, si je ne suis pas en face de l'ordi, c'est un petit peu difficile. On va sélectionner cette partie et la centrer. Voilà.
Donc, le neurocrâne, ça on va désélectionner. Le neurocrâne chez le poisson, c'est tout ça chez nous. Mais on a des os individuels qu'on va retrouver. Si je clique sur le nasal ici, voilà, il est là chez le maigre. Le maxillaire est là. Le prémaxillaire est ici. Voilà, le dentaire forme la mandibule chez nous. Si je devais sélectionner l'os carré chez l'oiseau, ben chez l'humain, je verrais que c'est un os qui permet l'audition. Voilà, là j'ai tout dépassé. Je dois quand même montrer les crédits, voilà. Vous avez 1 seconde pour tout lire. Les partenaires du projet et de certains des autres projets que je vous ai montrés sont là-bas en bas à droite, et à gauche vous avez les soutiens et soutiens financiers. Les applications sur l'évolution sont gratuites pour tous les enseignants. Il suffit de s'inscrire sur le site de l'Aetoli avec une adresse académique, et l'application Vertébré est gratuite pour tout le monde. Donc il suffit de s'inscrire ici sur l'Aetoli et vous avez un accès direct à l'application. Voilà.